Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode Docker pour rentrer un peu plus en détail sur ce que nous avons brièvement aperçu, en tout cas vu précédemment, avec la première exécution d'une image dans un conteneur. Et là, on va entrer vraiment plus dans le détail avec de nombreuses commandes, d'ailleurs, qu'on va voir au fur et à mesure des nouveaux épisodes. Donc n'hésitez pas, si besoin, de prendre des notes ou récupérer les notes, même que je fournis, pour que vous ayez comme ça tout ça sous la main. Jusqu'à présent, et de ce que nous avions vu, ce que je vous avais expliqué en tout cas, on a fait un petit point sur le vocabulaire, sur les différents termes qu'on retrouve, et vous avez vu, on a discuté ensemble sur le fait qu'une image était une application. C'est vraiment un paquet qui va englober notre application avec par exemple son code, et éventuellement ses dépendances, sa configuration, etc. Donc tout ce qui permet en fait que celle-ci puisse fonctionner ensuite, est exécuté dans un conteneur, et on avait testé notamment ici Welcome to Docker, donc cet exemple-là d'image, qui avait été exécuté, vous avez vu, tout avait été fait rapidement. Mais on va être un peu plus maintenant, un peu plus explicite et rajouter un peu plus de détails sur ce qu'on avait vu précédemment. Le premier point qu'on va pouvoir rajouter, pour aller un peu plus loin concernant les images, c'est que ces dernières sont immuables. C'est-à-dire qu'une fois qu'une image est créée, elle ne peut pas être modifiée. Donc là, si on voulait modifier précisément l'application, quelque chose de l'application, il faudrait tout simplement créer une nouvelle image, d'accord, pour ne pas venir dénaturer ça. Donc le côté pratique, c'est qu'une fois qu'on a une image, vous savez qu'elle est figée, telle qu'elle a été conçue, donc il n'y a pas de risque de venir modifier quelque chose qui viendrait casser l'ensemble, surtout si vous avez tout un environnement par la suite. On peut imaginer un peu les répercussions que cela peut avoir. Donc on a une image, elle est immuable. Si on veut ajouter des choses, changer des choses, on va tout simplement créer une nouvelle image. C'est le premier point de ce qu'il faut considérer. Ensuite, une image, il va falloir que vous compreniez à ce stade qu'elle est composée de couches. D'accord ? Chaque couche va représenter, si vous voulez, différents niveaux, d'accord, par rapport au système de fichiers. Puisque vous savez que derrière, ça utilise donc bien sûr un système comme base, vous avez votre système hôte, et ça va utiliser les systèmes de fichiers avec différentes choses sur la gestion des fichiers, modifications, ajouts, etc. qui vont en fait changer les différents composants au niveau des couches de notre application. Alors si c'est pas très très clair, de toute façon on va voir ça en détail quand on va créer notre image, c'est ce qu'on verra prochainement dans un autre épisode. Donc on aura l'occasion d'aborder ça, de partir d'une base, de rajouter par exemple des logiciels, rajouter les dépendances de ce logiciel, la configuration et ainsi de suite. Donc ce sont ces différentes couches qu'on aura l'occasion justement de voir plus en détail prochainement. Mais ce sont les deux points à retenir maintenant concernant les images. Elles sont immuables et elles sont composées de couches. Comme ça vous verrez par la suite un petit peu ce qu'il en est. Jusqu'à présent, en termes d'image, en termes de manipulation d'image, je ne vous ai pas montré grand chose. Le but de l'épisode précédent, c'était de vraiment faire un aperçu, une première exécution sans s'attarder sur plein d'autres commandes. Et on avait vu qu'avec ce genre de commande, alors il y a beaucoup d'alias. Ça par exemple, c'est un alias d'une commande un peu plus long. Donc bien sûr, je ne vous donne pas forcément à chaque fois les équivalents. Voilà, il y a plusieurs commandes parfois pour faire la même chose. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Et là, je peux tout simplement lister les images qui sont présentes sur mon installation. Donc là, j'en ai qu'une seule pour le coup. On voit qu'elle a un tag, d'accord, qui est donc finalement la dernière version de cette image, un identifiant très important, le moment où elle a été créée, donc important aussi, et éventuellement sa taille pour un petit peu l'espace que ça occupe. Donc c'est pareil, c'est bien de savoir un peu comment cela fonctionne. Je vous avais expliqué aussi très rapidement qu'on pouvait passer graphiquement par le registre, donc le Docker Hub, qui on retrouve un petit peu, permet de répertorier officiellement en tout cas pas mal d'images, y compris des images officielles de chacun. Si je fais une recherche par exemple Ubuntu, je vais trouver une image officielle de celle-ci, et on peut trouver pas mal d'informations graphiquement, avec notamment donc différents tags, différents liens, avec différentes versions possibles. Donc c'est ce qu'on appelle justement le tag, d'accord. Il y a plusieurs particularités en fait, donc versions disponibles pour ça, et ainsi de suite, avec des fois des informations aussi sur de la configuration ou autre, qui peut toujours être utile. Principalement, je vous l'avais dit, on va passer en majorité sur des commandes dans le terminal, même s'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire encore une fois depuis l'outil graphique, si vous l'utilisez, mais si vous ne l'utilisez pas, vous allez voir que vous pourrez faire sans. Et l'avantage aussi de commandes, les connaître, c'est le fait que vous pouvez ensuite les utiliser dans un script, dans un autre programme, qui permettrait par exemple de pouvoir créer des images, pourquoi pas exécuter des conteneurs, ce genre de choses, là où l'outil graphique nécessite une intervention humaine, puisqu'il faut faire des clics, il y a des boutons, des menus, etc. Donc on ne pourrait pas forcément automatiser ça à moins d'utiliser un système de bot, mais bref, pas forcément pratique, des plus pratiques pour faire ça. Voyons un petit peu ce qu'on peut faire, et pour ne rien oublier par rapport à ces éléments, je les ai notés ici, puisque vous allez pouvoir, donc ça on l'a vu, d'accord, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 2, et voici les différentes choses qui peuvent être intéressantes, tout n'y est pas, je vous mets principalement moi les fonctionnalités que j'estime essentielles pour cette mini-série, vous pourrez toujours après aller voir la documentation si vous voulez aller un peu plus loin plutôt.
Mais ça, ce sont pour moi mon minimum à connaître concernant une image. Donc chercher une image, télécharger, sauvegarder, charger une image qui a été sauvegardée préalablement, et bien sûr en supprimer une. Et tout ça, bien sûr, avec différentes commandes que nous allons voir, et qui fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation, je le rappelle. On y va. Premier point qu'on va regarder ensemble pour la recherche d'une image. Justement, tout à l'heure, on a vu l'outil graphique, j'avais cherché une image Ubuntu, d'accord, on avait vu qu'on pouvait très bien trouver ça. Mais si je veux par exemple chercher une installation, donc un interpréteur Python, je vais utiliser la commande docker search, et je peux utiliser ensuite un nom, ou rechercher par un nom en tout cas, s'il existe une image qui porte celui-ci. Donc je vais chercher Python pour voir justement si on trouve une image correspondant à cet interpréteur, et là finalement on voit beaucoup de choses. Donc on a tout un ensemble de tableaux, enfin on a un tableau plutôt avec un ensemble de colonnes, le nom, donc vous voyez des fois parfois le nom comporte un slash, selon, donc comme on l'avait vu d'ailleurs pour ici l'image qu'on a, le nom de l'image, même si ici c'est marqué registre, c'est tout ça, d'accord? C'est pas juste ça, c'est y compris le docker slash qui en fait partie. Une description, éventuellement quand il y en a une, un nombre d'étoiles, donc c'est une notation tout simplement, et ici un petit élément qui vous indique, donc un simple booléen, si c'est une image officielle ou pas. Donc celle-ci est par exemple l'image officielle faite par les mainteneurs de Python. Voilà. Et ça, ce sont des images proposées par d'autres utilisateurs, donc ils ne sont pas des images officielles, mais ce sont des gens qui ont fait ça et qui les ont publiées notamment sur le registre Docker Hub, comme on peut le faire, et d'ailleurs on verra éventuellement comment voir cela sur la fin de la mini-série, pourquoi pas, pour que vous puissiez par exemple vous publier vos propres images si vous le voulez. Donc on a ces différentes informations comme ça qu'on peut chercher avec pas mal de choses. Donc je peux filtrer aussi, suivant par exemple le minimum de notes que je vois ici d'étoiles, et par exemple si c'est officiel. Donc rien ne m'empêche ici de dire, je vais vérifier donc en filtrant, avoir par exemple tout ce qui fait un minimum, à récolter un minimum de 100 étoiles. Comme ça vous savez que c'est un projet qui est peut-être pas mal utilisé, donc là on voit qu'on en a plus que 2. Donc ça réduit pas mal ce qu'on a. Et après bien sûr, je vais enlever le champ là, is official, c'est un booléen donc true. Et ici, il n'y en aura qu'un seul, puisqu'il n'y en a qu'un seul, une seule image officielle de Python. Comme ça, vous pouvez être sûr d'avoir celle-ci, plutôt que vous baser juste sur le visuel. Donc on a des petites commandes comme ça bien pratiques pour sélectionner ce que l'on veut. Une fois qu'on a fait ça, qu'on sait chercher des images, pas de problème, vous savez, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir les télécharger. Télécharger une image, c'est vraiment juste récupérer celle-ci, et elle va être installée, mais on va rien exécuter, on va pas créer de conteneur, on va certainement pas exécuter cette image, d'accord? On va pas faire une instance d'exécution, c'est vraiment juste télécharger les fichiers qu'il nous faut. Là, nous avons trouvé l'image qu'il nous fallait, donc pas de problème, on va pouvoir vérifier par rapport à ça. Docker pull Python, et ensuite vous avez ça. Par défaut, quand vous mettez juste le nom de l'image telle quelle, ça va télécharger la dernière version d'image possible. Donc là, latest. Si je mets 2 points et que je mets latest, en fait, ça reviendrait à ça. Mais quand on voit la dernière, généralement, on ne le précise pas forcément, et on fait ça. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir choisir éventuellement un numéro de version, donc un tag? Simplement si vous voulez une version autre que la dernière. Genre, je vais montrer ce qui sera plus parlant visuellement pour vous sur la vidéo. Si je vais ici dans le hub, que je cherche Python, j'aurais peut-être dû d'ailleurs chercher là, il a un moteur ici. Ouais. Voilà. Je retourne ici, vous voyez qu'on a au niveau du tag, donc latest c'est le dernier, la dernière version, et on voit qu'on a plein de versions. Il y a les versions que vous connaissez certainement si vous faites du Python, il y a des versions parfois marquées avec Trixie, parfois vous avez Slim, etc., qui sont parfois, généralement des versions miniaturisées, vous avez des versions réduites. Alors, il y a de manière sous-jacente bien sûr un système, d'accord, une partie de... Alors, juste ce qu'il faut, n'oubliez pas, une image c'est pas tout le système, puisque sinon ce serait de la virtualisation, telle qu'on la connaît avec VirtualBox, etc., donc c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir juste le nécessaire d'un système GNU Linux, qui est vraiment réduit au minimum. Donc parfois vous avez des systèmes qui font juste quelques mégaoctets, d'accord? Donc on est vraiment sur des tout petits systèmes qui ont une version de Python préinstallée, préconfigurée avec pas mal de choses. Donc on peut comme ça vérifier finalement beaucoup de choses derrière. Donc en fonction de ce qu'on veut, d'accord, si on veut pas forcément la version dernière, vous avez comme ça les différents tags. Donc si vous voulez la version 3.12, elle est ici. Si vous voulez une version vraiment allégée, donc sur un système allégé, vous avez la version 3.13. Donc c'est pas Python qui est allégé, c'est le système utilisé derrière. On peut choisir ça, 3.13, Slim, et ça installerait vraiment une version allégée si on veut. Donc on peut procéder comme ça, d'une manière ou d'une autre. Donc nous on va faire ça. On va aller chercher ici. Je vais sélectionner par exemple ici 3.10. Alors pourquoi juste comme ça, c'est pour l'exemple bien sûr. Je vais choisir le nom. Pas le nom, pardon, je vais juste récupérer 3.10. On va juste faire ça. Et télécharger comme ça ce dernier. Donc l'avantage en plus, si vous voulez, si vous utilisez un Docker desktop, vous pouvez le laisser ouvert à côté, comme ça vous verrez les changements apparaître directement. Quand quelque chose est téléchargé.
Donc là, full temps, et vous voyez, hop, c'est déjà apparu, c'est déjà là. Donc on retrouve les différentes infos, hein, le nom bien sûr, donc le fameux registre, ce qu'ils appellent ça register au niveau des paramètres quand on affiche le tableau de tout à l'heure, tag, etc. Donc là, si je fais ça, hop, on le trouve ici. Vous voyez, il est là, la version, l'identifiant, ainsi de suite. Donc là, vous avez un système Linux, d'accord, GNU Linux, avec Python préinstallé qui fait que 1,58 Go. Voilà, on n'est pas sur un système de 20 Go, 40 Go, c'est ça que vous avez, ce que Python ne peut pas tourner tout seul, il faut bien qu'il tourne sur un système. Donc vous avez bien sûr un système, on va dire, minimaliste, qui permet de faire tourner la version 3.10 de Python, où tout est déjà prêt, tout est préconfiguré, donc ça peut exécuter des programmes directement, en tout cas native Python. Ça c'est au niveau de téléchargement ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, rien ne m'empêche de télécharger la version normale. Bien sûr, je fais n'importe quoi en plus, donc je vais faire ça. Voilà, je télécharge celle-ci. Vous voyez que par défaut, il prend bien la dernière version. Voilà, je peux regarder ici pour vérifier. Et on a la dernière version. Donc ça, bien sûr, l'avantage, c'est que si ça change, qu'on met à jour, par exemple, pour télécharger l'image, et bien à chaque fois, il télécharge une nouvelle version. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'elle va se mettre à jour automatiquement, si vous avez bien suivi, puisque chaque image est immutable. Ça veut simplement dire que lorsqu'une nouvelle version de Python va sortir, et que officiellement, ils vont faire une nouvelle image Docker sur la nouvelle version, c'est celle-ci qui sera taguée latest. Donc l'avantage, si vous mettez à jour ensuite avec vos images, généralement vous avez possibilité de mettre à jour depuis l'outil graphique ou éventuellement en ligne de commande, il va aller récupérer la nouvelle image et latest deviendra la nouvelle version. Mais c'est pas l'image que vous aviez qui est modifiée, encore une fois, c'est une nouvelle image téléchargée, puisque les images sont immuables comme je l'avais dit. Voilà, comme ça vous savez pour téléchargement comment ça se fait, rien de compliqué par rapport à ça. Ça se fait très très simplement. Ok. Si on a besoin de sauvegarder, alors ça j'aurais pu ne pas forcément vous l'aborder, mais c'est pas mal de l'avoir si vous voulez par exemple sauvegarder une image en local, vous savez, l'avoir par exemple à part pour la mettre sur une clé, etc., pour changer d'ordinateur, sans forcément passer par autre chose. Je me dis que ça pourrait être utile éventuellement de connaître ce genre de commande, surtout qu'elle n'est pas très compliquée à utiliser. Donc vous pouvez faire une archive et ensuite utiliser ça directement. Donc comme ça vous aurez tout. Alors moi par contre je crois que je suis pas normalement sur le bon répertoire. Ici. Docker, voilà. On est sur le bon répertoire et ensuite je vais récupérer, en tout cas faire une sauvegarde de mon image par rapport à celle que j'ai. Donc je rappelle, je peux me remémorer un petit peu les images que j'ai, parce que j'ai les noms, etc. Donc on peut tout retrouver. Donc là je rappelle si on veut le nom complet, évidemment si vous mettez ça, ça ira chercher ça par défaut. Si vous voulez faire référence à cette image, soit vous passez par son identifiant, soit vous précisez avec près des 2 points le numéro de version. Comme ça vous êtes sûr. Alors le tag, je dis le numéro de version, mais c'est pas forcément toujours un numéro de version le tag. Donc c'est vraiment le tag qui peut en être un. Comme ça on précise précisément ce que l'on veut, spécifiquement ce que l'on veut. Pour sauvegarder, Docker save, je vais indiquer précisément la 3.10, je veux pas la dernière version, ici. Et ensuite en sortie, je vais lui indiquer mon archive. Donc je peux mettre par exemple image Python 10. C'est un fichier tar, c'est une simple archive, et on va l'avoir ici, et il va nous faire comme ça une copie locale. Voilà, ça va nous faire une copie de tous les éléments qu'on a. Donc je vais ici, j'ai obtenu mon archive, on retrouve comme ça tout dedans, tout simplement, voilà, petite archive classique. L'avantage derrière, c'est que si vous voulez charger une image à partir d'une archive, vous pourrez utiliser la commande docker load, et ensuite, donc -i, parce qu'on prend quelque chose en entrée, et là vous n'aurez plus qu'à charger l'image, l'archive tar directement, s'il n'y était plus par exemple, et vous pourrez la recharger telle qu'elle. Donc ça peut être pratique, si vous voulez comme ça récupérer une image, pour être sûr que vous l'avez en local, qu'il y a une copie, ensuite vous pouvez l'importer ailleurs. Donc ça peut être pratique de procéder comme ça. On a vu comment chercher une image, on a vu comment télécharger une, comment sauvegarder, ou en tout cas charger une image qui a été sauvegardée, et on terminera bien évidemment sur la suppression, parce que je ne vais pas forcément garder mes images ici, donc je vais enlever notamment la version 3.10, et la commande est docker rmi, donc remove image, parce qu'on verra que rm elle sert pour autre chose, et ensuite va vous spécifier tout simplement ce que vous voulez. Donc d'ailleurs je pourrais enlever parce qu'on va plus s'en servir celui-là. Voilà, c'est l'image qu'on avait utilisée dernièrement, donc je vais le faire. Docker slash welcome to docker. Peut-être qu'il parce qu'il y a déjà un conteneur qui l'utilise. Bon bref, parce qu'on n'a pas encore abordé en détail les conteneurs, mais oui, vous devez supprimer un conteneur avant de supprimer une image, puisqu'il y a bien sûr des dépendances, donc on verra ça plus tard. Donc c'est pas grave, on va juste virer, voilà, ce que je voulais virer au départ, donc c'est pas plus mal. Et voilà, c'est enlevé, je vais ici, vous voyez qu'on n'a plus l'image.
Donc très bien, ça a été retiré sans problème. Il n'y a plus de soucis par rapport à ça. C'est tout par rapport aux différentes commandes que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc vous voyez, il n'y en a pas énormément non plus à retenir. C'est vraiment encore une fois les plus classiques. Mais au moins, vous savez comment manipuler différentes images au niveau de Docker en ligne de commande. Et encore une fois, si après vous utilisez l'outil graphique parfois pour gagner un peu de temps, bref, c'est très simple, hein. On a déjà tout vu avec le hub ici. Et après, généralement, toutes les actions sont là, hein, principalement. Pool, après ça c'est autre chose. Pour supprimer c'est là, bon, classique, donc il n'y a pas de... Vous n'avez pas, encore une fois, pas besoin de moi, comme je le disais précédemment, pour savoir cliquer sur les bons boutons. Et en reconnaissant les bonnes icônes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au moins à ce stade, vous savez ce qu'il en est. On est un peu plus dans le détail sur les images. Vous avez vu les différentes commandes principales. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est vrai que je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais qui peut être pratique quand vous avez un petit doute sur une commande, une option, ce que pas besoin d'apprendre encore une fois tout par cœur volontairement. Vous avez généralement une option help. Donc si par exemple vous cherchiez pour search, vous voulez d'autres éléments là-dessus, vous mettez -help et ça vous affiche la partie de la documentation qui concerne cette commande. Donc c'est pas mal. Comme ça vous voyez que on peut formater l'affichage, on peut indiquer par exemple le nombre de résultats de recherche qu'on veut. Si on veut pas non plus aller avoir tous, on en avoir beaucoup, on peut se limiter à 5, etc. Donc on peut filtrer un petit peu et vous avez ça pour tout. Hein. Voilà, encore une fois, c'est utilisable partout. Vous mettez ceci, ça marche aussi. Donc toutes les commandes que vous avez, vous utilisez l'option -help et vous aurez comme ça une petite aide, hein, le manuel qui va bien et qui correspond à ça. Voilà, moi je vais m'arrêter ici, on a fait le tour de ce qu'il nous faut. Dans le prochain épisode, parce qu'on va aller un peu plus loin, on va créer, ça va être le moment de voir ensemble comment créer notre propre image. Parce que jusqu'à présent, vous aviez récupéré une image automatiquement, on l'a exécutée comme on l'a fait dans l'épisode précédent. Dans celui-ci, on a vu comment gérer nos propres images en ligne de commande, donc en cherchant, en télécharger, sauvegarder, en supprimant, etc. Et maintenant, dans le prochain épisode, on va voir comment créer notre propre image, voir un peu comment ça fonctionne, et ça permettra comme ça d'avancer un petit peu sur la suite, notamment concernant les conteneurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que ça va, vous voyez, on va très vite progresser, on va très vite aussi enchaîner et cumuler des commandes au niveau de Docker, donc il faut être au point un petit peu avec tout ce que vous voyez au fur et à mesure, et on se retrouve de toute façon pour la suite, pour voir comment se passe l'étape de création d'images. À bientôt.